Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Dropzone de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows plutôt complexe à résoudre. En effet, celle-ci nous invite à revisiter une vulnérabilité utilisée par le fameux ver informatique nommé Stuxnet. Comme d'habitude, nous commençons par une phase de reconnaissance avec Nmap. Dans le cas présent, nous allons scanner l'intégralité des ports TCP. Malheureusement pour nous, nous n'obtenons aucun résultat. Nous allons donc réexécuter un scan, cette fois-ci sur les ports UDP. Cependant, les scans UDP étant relativement lents, nous allons nous restreindre à quelques ports communs, incluant les ports DNS, DHCP, TFTP, NTP et SNMP. Ici, nous avons un seul port ouvert, le 69. Celui-ci semble héberger le service SolarWinds Free TFTPD. Pour votre information, TFTP est une version allégée du protocole FTP. Il permet le transfert de fichiers sans authentification et avec très peu de commandes. Celui-ci est principalement utilisé dans des contextes où la simplicité et la légèreté sont plus importantes que la sécurité ou la complexité. Par exemple, il n'est pas possible de lister les répertoires du serveur TFTP, il faut connaître exactement leur emplacement. À partir de maintenant, il va falloir faire preuve d'imagination. En effet, le seul port ouvert est le port TFTP, et nous n'avons aucune idée de la version de Windows auquel nous faisons face. Cependant, il est possible de déterminer cette dernière via les fichiers de licence présents sur le système. En effet, si le fichier license.rtf est présent dans System32, il s'agit d'un système Windows 7. Par contre, si le fichier eula.txt est présent dans System32, il s'agit de Windows XP. Nous allons donc nous connecter au système via un client TFTP afin de vérifier cela. Dans le cas présent, le fichier license.rtf ne semble pas présent. Cependant, si l'on tente d'obtenir le fichier eula.txt, nous obtenons un résultat. Par ailleurs, si l'on consulte celui-ci, nous pouvons voir au début du fichier la mention Windows XP SP3. Bien, maintenant nous allons voir s'il est possible d'écrire des fichiers sur le serveur. Pour ce faire, nous allons créer un fichier localement et tenter de le téléverser dans le répertoire System32 de la machine distante. Si aucune erreur ne se produit, nous avons bel et bien un accès en écriture. Maintenant, il faut réfléchir un peu. En effet, nous sommes en mesure de téléverser des fichiers sur le système dans un répertoire privilégié. Il nous faut donc découvrir une manière de déposer du code malicieux qui sera automatiquement exécuté par la machine. Heureusement pour nous, il existe une vulnérabilité d'escalade de privilèges qui pourrait nous aider, la MS-10061. Nous allons donc démarrer MSF Console et effectuer une recherche avec le terme MS-10061. Par la suite, nous allons charger le module à l'aide de la commande use et exécuter la commande info afin d'obtenir les détails de la vulnérabilité. La vulnérabilité MS-10061 permet d'exécuter du code à distance en tant que système sur une machine Windows. Celle-ci exploite le service Print Spooler, notamment via une mauvaise gestion de l'installation de pilotes d'imprimantes partagées. L'un des vecteurs d'exécution de code se fait via l'usage de WMI, ou Windows Management Instrumentation. En effet, en déposant un fichier MOF malicieux dans le répertoire WBEM MOF situé dans System32, celui-ci sera automatiquement exécuté via WMI. Ceci est particulièrement intéressant car dans notre cas, nous sommes en mesure d'écrire dans System32. Malheureusement pour nous, dans le cas présent, le module Metasploit abuse de la fonction DCE RPC Start Doc Printer via le service de spooler exposé sur le port 445, qui n'est pas ouvert sur notre machine. Nous allons donc devoir modifier le code d'exploitation. Après un peu de recherche, il est possible d'obtenir les prérequis nécessaires à l'exploitation de la vulnérabilité. En effet, nous avons besoin des droits en écriture dans System32 ainsi que WBEM, ce qui est le cas. De plus, le système ne doit pas être plus récent que Windows Vista. Encore une fois, c'est notre cas. Maintenant, si l'on analyse l'implémentation de la preuve de concept présente dans Metasploit, il est possible de voir que le module fait deux choses. Il va écrire un exécutable malicieux dans System32, puis il va créer un fichier MOF dans le répertoire WBEM MOF. WMI va par la suite exécuter le fichier MOF automatiquement et permettre de démarrer l'exécutable précédemment téléversé afin d'obtenir un shell sur la machine. Bien, pour résumer, afin d'exploiter cette vulnérabilité, nous avons donc besoin d'un exécutable pour notre reverse shell, netcat par exemple, et un fichier MOF afin d'exécuter notre netcat. N'ayant pas connaissance de la structure d'un fichier MOF, nous allons regarder les librairies importées par le module Metasploit afin de voir comment cela a été implémenté dans le code. Dans le cas présent, il s'agit de WBEM exec.
Maintenant, nous allons retourner sur notre terminal et faire une recherche sur notre système afin de localiser le module wbem_exec. Ici, nous allons venir copier le fichier nommé wbem_exec.rb dans le répertoire courant et le nommer exploit.mof. Une fois l'opération effectuée, nous allons pouvoir ouvrir ce dernier. Dans le cas présent, il s'agit évidemment d'une classe Ruby. Nous allons donc avoir besoin de retirer le code Ruby afin de ne garder que la structure du fichier MOF. Pour ce faire, nous allons supprimer le code précédant la déclaration pragma ainsi que le code présent à la fin du fichier, incluant la déclaration EOT. Maintenant, nous avons encore quelques petites modifications à effectuer. Dans un premier temps, nous allons remplacer toutes les instances de classe avec un nombre aléatoire. En effet, ce dernier est généré par le framework Metasploit lors de l'exécution du module. Par la suite, nous allons modifier la valeur de exe par la commande à exécuter pour notre reverse shell. Sachant que nous allons faire usage de netcat, nous allons spécifier cmd.exe ainsi que l'IP et le port qui seront en écoute. Nous allons également remplacer la valeur mofname par le nom de notre fichier mof, ici exploit.mof. Enfin, il faut corriger l'échappement des caractères. En effet, le modèle de fichier mof étant inclus dans une classe Ruby, tous les caractères / étaient échappés. Nous allons donc remplacer tous les doubles / par un simple /. Une fois cela effectué, il ne reste plus qu'à sauvegarder notre exploit. Maintenant, afin de tester notre code, nous allons commencer par venir copier la version de netcat pour Windows dans notre répertoire courant et démarrer un listener sur le port 4444 de notre machine. Une fois notre port en écoute, nous allons téléverser netcat sur la machine distante à l'aide de TFTP. Il est à noter qu'il est nécessaire d'activer le mode binaire de TFTP afin d'éviter toute erreur. Par la suite, nous allons téléverser notre fichier MOF dans le répertoire wbem_mof de la machine. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir un shell sur la machine. Cependant, il est à noter que la commande wamai n'existe pas sous Windows XP. Nous allons donc localiser celle-ci sur notre système et la téléverser via TFTP sur la machine distante. En retournant sur notre shell, nous pouvons maintenant confirmer que nous exécutons bien ce dernier en tant que système. Maintenant, nous allons pouvoir récupérer les flags utilisateurs et administrateurs de la machine. Pour rappel, sous Windows XP, les répertoires utilisateurs se trouvent dans Documents and Settings. Si l'on liste les documents du répertoire desktop de l'administrateur, nous pouvons voir que le flag root est bien présent. Cependant, celui-ci ne contient pas ce que l'on recherche. Nous allons donc continuer notre exploration. En effet, le bureau de l'administrateur contient également un répertoire nommé flags. Ce dernier contient un fichier nommé 2 for the price of 1. À l'intérieur de celui-ci, nous pouvons voir un petit indice pour la suite des événements. En effet, la dernière ligne fait référence à ADS, ce qui fait clairement penser aux Alternate Data Streams utilisés par NTFS. Cependant, la commande dir de Windows XP ne dispose pas de l'option /r permettant de lister les ADS d'un répertoire. Nous allons donc retourner sur notre navigateur afin de télécharger l'outil sysinternal nommé Streams permettant d'effectuer ce type d'action. Une fois l'archive téléchargée, nous allons décompresser la version 32 bits de Streams et la téléverser sur la machine distante via TFTP. Par la suite, nous allons retourner sur notre shell et venir nous placer dans le répertoire flags, puis exécuter la commande Streams afin de lister les ADS. Si tout se déroule correctement, nous devrions obtenir les flags utilisateurs et route. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.